Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation au webinaire Mines et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Gestion intégrée des rejets miniers. Cette deuxième partie qui se déroule aujourd'hui portera sur la désulfuration et la valorisation. Je me présente, Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement à l'UQAT, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, c'est la professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT, Madame Isabelle Demers, qui agira à titre de conférencière. À noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web des webinaires. L'ensemble des présentations est également disponible à cet endroit. La communication sera possible via les outils questions-réponses et converser situés en bas de votre écran. À noter qu'une période de questions d'une durée d'environ 10 minutes est prévue à la fin de la présentation avec la professeure Demers. Donc, avant de céder la parole à notre conférencière, j'invite le professeur titulaire de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRM à l'UQAT, M. Bruno Bussière, qui est également coéditeur du livre dont les chapitres font l'objet des différents webinaires Mines et environnement, à faire le mot d'introduction. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Bienvenue à ce 12e webinaire en mines et environnement, des webinaires qui sont tirés du livre Hard Rock Mine Reclamation, From Prediction to Management of Acid Mine Drainage. Avant de débuter et de laisser la parole à notre conférencière, j'aimerais vous donner un peu de contexte en lien avec le livre et les webinaires. D'abord, pourquoi on a écrit ce livre et pour qui? On a d'abord écrit ce livre parce que les connaissances sur la restauration des sites miniers, qui est une science qui est relativement jeune, étaient mûres pour être actualisées et rassemblées dans un seul ouvrage. Et pour qui on a fait ça? Principalement, on a fait ça pour les gens qui sont les professionnels qui œuvrent dans le domaine de la géo-environnement, particulièrement ceux qui ont la responsabilité de développer les plans de restauration et de s'occuper de la restauration des sites miniers. Et aussi pour nos étudiants du 2e et 3e cycle, il y avait un besoin d'avoir l'information qui soit rassemblée dans un seul ouvrage. Qui a participé à la rédaction de ce livre-là? C'est 10 auteurs qui sont des professeurs et des chercheurs soit de l'UQAT ou de Polytechnique Montréal. Les auteurs ont pris une approche qu'on appelle interdisciplinaire et intégrée afin de toucher à l'ensemble des aspects qui sont en lien avec la restauration des sites miniers. Bon, pourquoi avoir décidé de faire une série de webinaires? C'est tout simplement qu'on tenait à transférer les connaissances contenues dans le livre par un autre moyen. Et ce moyen-là a été identifié comme un des moyens efficaces serait de faire des webinaires. Aussi, on voulait transférer l'information contenue dans le livre en français à un public francophone, ce qui nous permet d'élargir notre public cible par rapport au contenu du livre. Nos webinaires conjuguent des connaissances fondamentales et des connaissances pratiques et présentent les dernières avancées scientifiques dans le domaine. Il y a déjà plusieurs webinaires qui ont eu lieu. On est rendu à notre 12e. Et ceux qui s'intéresseraient au sujet des précédents webinaires, vous avez sur le site web du webinaire, vous avez accès, comme le mentionnait tantôt Stéphanie, au webinaire enregistré. Donc, vous pouvez aller choisir votre webinaire, cliquer et écouter le contenu des webinaires. Aujourd'hui, notre webinaire va porter sur le chapitre 13 du livre, dont le sujet est la gestion intégrée des rejets miniers. Et c'est le deuxième webinaire sur ce chapitre-là. Donc, la partie 2 va toucher les aspects de désulfuration et de valorisation des rejets. Ce chapitre a été écrit par Isabelle Demers et Thomas Paps. Et notre présentatrice aujourd'hui sera Isabelle Demers. Donc, Isabelle est professeure titulaire à l'IRM, donc à l'Institut de recherche mines et environnement de l'UQAT, et elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada des niveaux 2 en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine.
Sa formation, Isabelle est ingénieure métallurgiste. Elle a une maîtrise de l'Université McGill et un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT. Son expertise porte principalement sur la gestion des rejets miniers, qui inclut la planification des modes de gestion selon les différentes étapes du cycle de vie minier, la valorisation des rejets miniers dans les scénarios de restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique des rejets miniers avec et sans méthode de restauration, la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la caractérisation et la modélisation géo-environnementale de l'exploration minière et le développement minier durable. Sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle pour la présentation de son webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Bruno pour l'introduction. Donc aujourd'hui, comme ça a été mentionné, je vais vous présenter la deuxième partie du chapitre 13 du livre. Donc ma présentation d'aujourd'hui va s'appeler « Gestion intégrée des rejets miniers, désulfuration et valorisation ». Je vais vous mentionner aussi, comme Bruno l'a dit, que ce chapitre-là a été rédigé par deux auteurs, donc Thomas Pabst de Polytechnique et moi-même. Et malgré que ce soit juste moi aujourd'hui qui fait la présentation, le professeur Pabst m'a aidé lors de la préparation de cette présentation. Donc, voici le plan du webinaire d'aujourd'hui. Je vais présenter d'abord une introduction. Ensuite, on va aller, je vais vous exposer là, les trois méthodes qui sont le cœur de la présentation d'aujourd'hui, dont la désulfuration environnementale, la codéposition des rejets de concentrateurs et des stériles, la valorisation de résidus miniers, et je vais terminer par une conclusion. Donc, d'abord, ceux qui ont suivi la série de webinaires, vous avez probablement remarqué que ces webinaires sont principalement associés à des méthodes de restauration des sites miniers une fois que les opérations sont terminées. Le chapitre 13, lui, est un petit peu différent puisqu'il présente des approches de gestion des résidus miniers, donc des méthodes qui sont utilisées en cours d'opération des mines. Donc, ces méthodes de gestion, par contre, s'intègrent dans le concept « Design for Closure », qui implique de planifier la restauration au travers des opérations. Donc, faire des choix d'opérations, de gestion des rejets qui vont par la suite faciliter la restauration une fois le site fermé. Donc, l'objectif des approches de gestion qui sont présentées dans le chapitre 13 sont soit de réduire les risques d'instabilité chimique à long terme des résidus miniers. Ici, on parle surtout du drainage minier acide et de la lixiviation des métaux. Ou bien de réduire les risques d'instabilité physique des ouvrages de rétention des résidus miniers, ou ça peut être aussi, l'objectif peut être de combiner ces deux types de risques. Un petit disons, avertissement. Les approches que je vais présenter aujourd'hui, que j'ai présentées dans le précédent webinaire, ce n'est pas des méthodes de restauration. Elles doivent absolument être combinées avec des méthodes de restauration typiques, par exemple des systèmes de recouvrement, pour vraiment faire une fermeture du site qui va être efficace. Il faut voir les éléments que je vais présenter aujourd'hui comme différents items dans un coffre à outils. Puis, dans ce coffre à outils, on peut aller sélectionner les options qui sont les plus appropriées pour le site sur lequel on travaille. Donc, les outils dans notre coffre sont la densification des résidus, le remblayage souterrain, le remblayage des fosses. Donc, ces trois items-là ont été discutés lors du précédent webinaire. Et aujourd'hui, on va parler de désulfuration environnementale, de codéposition des résidus stériles et de valorisation des résidus miniers. La présentation d'aujourd'hui, tout comme le chapitre, c'est dans le fond un survol de ces méthodes. Ceux parmi vous qui seraient intéressés par l'une ou l'autre de ces éléments, plus spécifiquement, on vous encourage à aller consulter les références qui sont citées dans le livre. Donc, passons au premier sujet qui est la désulfuration environnementale. Donc, le principe de la désulfuration environnementale, c'est qu'on part avec des rejets qui sortent, dans le fond, de l'usine de traitement et qui peuvent être sulfureux, donc générateurs de drainage minier acide. La désulfuration, ça consiste à ajouter une étape avant la déposition de ces rejets, donc une étape de traitement qu'on va faire normalement à l'usine et qui va séparer ces rejets en deux fractions. Des rejets désulfurés et un concentré de sulfure. Et chacune de ces fractions va par la suite pouvoir être
soit valorisée, où on va pouvoir la gérer spécifiquement. Donc, plus spécifiquement, justement, l'objectif principal de la désulfuration environnementale, c'est de séparer les minéraux acidogènes des minéraux sans potentiel de génération d'acide. Donc, on voit, je ne sais pas si là, ça va, ici, oups, stylet. Ici, on a disons, un résidu initial qui est générateur de drainage mi-acide et qui a un volume initial qu'on va appeler VI. Il contient une bonne partie de matériaux qui ont un potentiel d'acidification, le PA, et aussi une partie qui contient un potentiel de neutralisation, le PN. Donc, la désulfuration environnementale, à quoi elle va servir? C'est d'aller séparer une grande portion du potentiel d'acidification qui est ici, le séparer de la masse initiale de résidus et former un concentré de sulfure dont le volume va être inférieur au volume initial. Ensuite, on va aussi produire des rejets qu'on va appeler désulfurés, donc le résidu désulfuré qu'on voit en bas, qui contient la majorité des matériaux qui ont un potentiel de neutralisation, va contenir une petite partie ici aussi de potentiel d'acidification. Par contre, comme le potentiel de neutralisation va être supérieur, on va se retrouver avec un résidu qui va être non générateur de drainage mini-acide. Le procédé qui est normalement utilisé pour faire la désulfuration environnementale, c'est la flottation non sélective des sulfures. Donc, la flottation, c'est un procédé industriel de traitement de minerais qui est utilisé depuis plus de 100 ans, dont on connaît quand même assez bien là, le mécanisme. Par contre, lorsqu'on l'utilise pour la désulfuration environnementale, il y a certaines particularités qui sont importantes à noter. Par rapport à la flottation du minerai classique. D'abord, on met le focus vraiment sur les rejets de flotation, les résidus de flotation. Ce qui nous intéresse, c'est de produire des résidus désulfurés qui ne sont pas générateurs de drainage mini-acide. Donc, on va vraiment s'attarder à ces rejets désulfurés-là pour s'assurer qu'ils respectent, par exemple, les critères de la directive 019 lorsqu'on est au Québec pour les catégoriser comme non générateurs d'acide. Une deuxième particularité, c'est que c'est une flotation non sélective des minéraux sulfureux, contrairement à de la flotation plus classique où on souhaite, par exemple, séparer le cuivre. Dans ce cas-ci, on veut tous les minéraux sulfureux, quels qu'ils soient pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite. Donc, on fait vraiment un contrôle de procédé qui est basé vraiment sur le pourcentage soufre des rejets et non pas sur la qualité du concentré. Et troisième particularité, la désulfuration environnementale, c'est une étape de traitement qu'on réalise à la fin du procédé de récupération des minéraux ou des métaux économiques qui font l'objet, dans le fond, du site minier. Donc, normalement, les minéraux sulfureux, dans ces cas-là, ont été déprimés. Donc, on ne veut pas les avoir dans notre concentré. Donc, lorsqu'on se retrouve avec une alimentation de la désulfuration qui contient ces matériaux, leurs surfaces ne sont pas optimisées pour leur récupération par flottation. Donc, on a besoin de rajouter des étapes de conditionnement pour justement les rendre favorables à la flottation. Il y a aussi possibilité d'utiliser d'autres procédés de traitement du minerai que la flottation pour faire de la désulfuration environnementale, par exemple des méthodes gravimétriques. Cela va dépendre, bien sûr, des caractéristiques et des propriétés des résidus. Donc, une fois qu'on a fait la désulfuration, on se retrouve avec deux fractions, comme je vous ai mentionné. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fractions? D'abord, les rejets désulfurés sont des rejets de flotation avec une teneur en soufre souvent inférieure à 0,3 %. Ils sont considérés donc peu réactifs. On pourrait donc soit les déposer dans un parc à rejets, et dans ce cas-ci, ça serait un parc à rejets non générateur d'acide. On pourrait aussi les utiliser pour la restauration. Donc, je vais vous parler plus en détail de cet aspect-là un petit peu plus tard dans la présentation. On pourrait aussi les utiliser comme matériaux de construction, soit sur site ou hors site, puisque ces matériaux ont une granulométrie typique d'un résidu minier et aussi ont des propriétés hydrogéologiques qui s'apparentent à celles d'un silt, donc pourraient avoir des propriétés intéressantes pour différentes
application. Ensuite, on a aussi, la désulfuration va produire un concentré de sulfure. Celui-ci a vraiment une teneur élevée en soufre, donc un fort potentiel de génération d'acide. Il faut donc le gérer comme un résidu minier à risque élevé. On peut, par exemple, le déposer dans un parc à rejets qui serait géré là, de façon adéquate comme un parc à rejets générateur d'acide. Le volume serait inférieur à la condition sans désulfuration, bien sûr. On pourrait aussi l'utiliser dans le remblai cimenté en pâte, comme on a parlé lors du premier webinaire. C'est une façon de stabiliser les contaminants. Et on pourrait aussi voir si ce matériau, le concentré, pourrait être valorisé selon sa composition. Donc, allez voir s'il y a des éléments de valeur à l'intérieur. Le tableau plus bas vous présente quelques résultats qui vont être publiés bientôt, qui montrent que dans les concentrés de sulfure, on peut retrouver des concentrations relativement intéressantes d'or. Je vais vous présenter quelques exemples de cas. Premier exemple, c'est une mine d'or où on a testé la désulfuration environnementale par flottation à l'échelle de laboratoire et intermédiaire. On a produit des rejets désulfurés qui contenaient 0,1 à 0,5 soufre. Ces rejets, la façon de les gérer, c'est de les utiliser comme couverture sur un parc à résidus pour prévenir le drainage mini-acide. Et le concentré de désulfuration serait utilisé dans le remblai en pâte souterrain. Un autre exemple, c'est pour un site d'une mine de charbon. Il y a eu des essais en laboratoire de désulfuration qui ont été faits en 2 étapes. Et le rejet désulfuré ici contenait 0,38 soufre dans ces rejets. Donc, la méthode de gestion qui a été évaluée, c'est soit la disposition en tant que résidu bénin, ou il y a aussi des études de valorisation, d'autres études de valorisation qui sont en cours. Le concentré, en fait, comme on a fait 2 étapes de flottation, il y a 2 concentrés. Un premier concentré de charbon, ici, qui a une valeur économique, et finalement, le rejet ici, riche en sulfure, donc notre concentré en sulfure, qui est présentement en cours d'étude pour être valorisé soit dans les sols ou dans le remblai en pâte. Et mon dernier exemple, c'est une mine de nickel où la désulfuration a été réalisée à l'échelle industrielle, cette fois-ci par hydrocyclone, donc une méthode gravimétrique. La surverse contenait des rejets désulfurés de 0,4 à 1 soufre et la sous-verse contenait le concentré qui était de 2 à 3 soufre. La façon de gérer les rejets désulfurés était de les déposer sur le parc à résidus. Donc, ce qu'on voit en gris ici là, sur l'image, les sections grises étant les rejets désulfurés. Par contre, vu la variabilité du pourcentage soufre, il y a eu ajout ponctuel là, de chaux pour augmenter le potentiel de neutralisation de ces matériaux. Le concentré, lui, a été utilisé dans le remblai en pâte souterrain. Donc, comment la désulfuration environnementale peut être intégrée, vient s'harmoniser, disons, avec la restauration? Il y a 2 éléments importants. D'abord, la production de résidus qui sont peu sulfureux ou ayant un faible risque de drainage mini-acide. Donc, ça nous fait une restauration beaucoup moins coûteuse si on entrepose ces rejets-là en surface. Aussi, ça peut être un matériau qui est valorisable dans la restauration des aires d'entreposage existantes. Et on a aussi des travaux en cours là, pour voir comment on pourrait utiliser la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage nul contaminé et de l'exhibition en métaux. Le deuxième aspect, c'est la production d'un concentré de sulfure de plus faible volume. Bien, si on l'entrepose encore une fois en surface, ça nous réduit aussi les surfaces à restaurer avec un système de prévention du drainage mini-acide. Et c'est un matériau aussi qui peut être valorisable dans le remblai en pâte, puis potentiellement la récupération de valeur économique. Donc, si on fait ça, peut-être qu'on peut même se retrouver avec aucun résidu sulfureux à entreposer en surface et à devoir restaurer.
On va passer à notre deuxième élément de notre coffre à outils, c'est la codéposition des résidus et des stériles. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à placer les résidus et les stériles miniers dans une même aire d'entreposage. Et pourquoi on ferait ça? C'est pour tirer profit des propriétés hydrogéologiques et géomécaniques d'un matériau pour compenser les limites d'un autre. On voit sur l'image du haut des résidus, des rejets de concentrateurs, on voit que c'est des particules fines qui ont une faible conductivité hydraulique saturée. Leur consolidation est lente, donc leurs propriétés, disons, géomécaniques ne sont pas terribles. On a en bas les stériles miniers qui, eux, ont des particules de grossière à fine, donc très hétérogènes au niveau de la granulométrie. Ils ont une conductivité hydraulique saturée élevée et une résistance mécanique élevée. Donc, on veut tenter d'utiliser les bienfaits pour compenser les limites de l'autre. L'image ici vous présente le spectre, dans le fond, des possibilités de mélange ou de codéposition qu'on peut avoir lorsqu'on a d'un côté ici des résidus et des stériles séparés, jusqu'à l'autre extrémité, un mélange optimisé, un mélange d'ingénierie qui optimise vraiment les propriétés de ce mélange pour obtenir les caractéristiques que l'on souhaite. Donc, à travers ces deux extrêmes, il y a plusieurs combinaisons ou dispositions des matériaux, les deux comme ensemble, dans un même aire d'entreposage. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter plus spécifiquement les trois options qui sont en gris. D'abord, le comélange, qu'on appelle aussi le paste rock, c'est un mélange relativement homogène de stériles et de résidus. On voit sur le schéma un genre de gradation en partant d'une condition ici où on a seulement des stériles et auxquels on ajoute graduellement des résidus. D'abord, ce qu'on va voir, c'est que les résidus vont commencer à aller, vu que c'est des particules fines, vont aller combler les vides à l'intérieur entre les particules de stériles. Et plus qu'on en ajoute, à un moment donné, on va se retrouver dans une situation comme celle ici, où les résidus viennent remplir complètement les vides entre les particules stériles. Si on en rajoute encore plus des résidus, bien là, on va se retrouver comme ici, où les stériles vont comme flotter dans les résidus. Donc, si on veut avoir, quand on fait un mélange optimal, c'est-à-dire celui-là ici, le mélange que j'ai mis en carré, on obtient une faible conductivité hydraulique saturée puisque celle-ci est contrôlée par la présence des résidus fins qui vient entre les espaces des stériles. Et on a aussi une forte résistance au cisaillement, vu que les particules grossières des stériles sont en contact. Donc, ils permettent d'avoir des bonnes propriétés mécaniques. Par contre, au niveau stabilité géochimique, ce mélange n'est pas toujours suffisant pour prévenir le drainage mini-acide. Ça dépend vraiment des caractéristiques des matériaux, mais ça peut quand même le retarder vu la plus faible conductivité hydraulique saturée. Il y a possibilité aussi d'ajouter des amendements alcalins pour augmenter le potentiel de neutralisation et donc le temps avant de débuter le drainage mini-acide. Aussi, le paste rock peut être utilisé dans un contexte de restauration, soit pour stabiliser des pentes ou même comme composante d'un recouvrement. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'exemples de cas à l'échelle industrielle de l'utilisation du paste rock. Il y a encore beaucoup de défis associés à la façon de faire le mélange, au transport et à la mise en place du paste rock. La deuxième forme de codéposition que je veux vous présenter, c'est l'inclusion de stériles dans les parcs à résidus. Donc, lorsqu'on a un parc à résidus classique, on a un schéma ici qui vous présente, là, dans le fond, nos résidus. Et lorsqu'il y a tranquillement drainage, consolidation, l'eau va suivre les flèches bleues et va s'écouler comme vers le haut pour ensuite permettre la consolidation.
l'idée d'ajouter des stériles dans les résidus miniers, ça permet d'accélérer le drainage et la consolidation des résidus et aussi la dissipation des pressions interstitielles. Donc, l'image en dessous, ici, vous présente à l'intérieur, là, il y a une colonne là, de stériles qui a été placée. Donc, le drainage, l'eau va se drainer plus rapidement en allant directement à l'intérieur de ces stériles. Donc, ça améliore la stabilité physique des parcs à résidus. Ça permet aussi de réduire les risques de déversement dans l'environnement. Ça nous permet là, d'améliorer la gestion de grandes quantités de rejets miniers qui sont stockés en surface, puisque, bon, on met tout à la même place. Ou en tout cas, en grande partie, les stériles, une grande partie des stériles peut être dans le parc à rejets. Donc, quelques images ici de l'utilisation des inclusions de stériles dans les parcs à résidus. On voit sur la première image une vue du parc à résidus et on voit comme des compartiments qui sont formés par les inclusions de stériles. L'image au milieu, on voit, on est comme sur une inclusion et on voit les résidus des deux côtés. Les inclusions de stériles peuvent être rehaussées au fur et à mesure qu'on remplit le parc avec des résidus. Donc, ça va suivre vraiment l'évolution du parc à résidus. Et la troisième forme de codéposition, cette fois-ci, je vous présente des cellules de stériles et de résidus. Donc là, cette fois-ci, au lieu de mettre des résidus dans le parc, des stériles dans le parc à résidus, on va mettre des résidus dans la halde à stériles. Donc, c'est une inclusion de résidus dans les haldes à stériles. Ça permet d'encapsuler les résidus et ou des stériles aussi qui sont potentiellement générateurs d'acide dans des matériaux inertes. On voit l'image au bas, c'est un schéma conceptuel où est-ce que les résidus sont placés ici dans des formes qui ont été créées à l'intérieur de la halde pour bien les encapsuler. C'est un concept qui est souvent combiné avec des résidus filtrés pour favoriser là, la stabilité des structures et éviter trop de drainage. C'est quand même une nouvelle approche. On a présentement des démonstrations qui sont en cours à l'échelle intermédiaire sur le terrain et en modélisation numérique. Donc, ça va être à suivre là, pour voir l'adaptation là, à l'échelle industrielle de cette méthode. Donc, comment la codéposition peut être intégrée dans la restauration? Il y a plusieurs choses. D'abord, le fait de combiner les résidus et stériles dans une seule aire d'entreposage, ça peut nous simplifier la restauration, vu qu'on aurait peut-être une seule surface à restaurer, malgré que celle-ci peut être quand même plus grande, vu qu'on a plus de matériaux dedans. Les propriétés géotechniques sont améliorées, puis on peut, ce qui donne une meilleure stabilité physique des aires d'entreposage. Si on a juste une seule aire d'entreposage, on a aussi possiblement un seul effluent à gérer, donc ce qui est déjà moins que lorsqu'on a un parc à résidus et une halde à stériles. Et le fait aussi de compartimenter notre aire d'entreposage via les inclusions, les cellules, ça nous permet de procéder à une restauration progressive. On va passer maintenant au troisième sujet d'aujourd'hui. Notre troisième outil dans notre coffre à outils, c'est la valorisation des résidus miniers. Donc, le concept est quand même assez simple, c'est qu'on veut tenter de trouver une valeur aux résidus miniers. Pourquoi on veut faire ça? Ça nous permet de maximiser les ressources. Donc, si on peut, autant les ressources sur le site de la mine que les ressources, disons, minérales que matérielles. Et ensuite, on peut aussi minimiser les impacts environnementaux de l'entreposage des résidus miniers. Il y a beaucoup d'exemples dans la littérature de toutes sortes de concepts de valorisation, des idées qui sont vraiment souvent applicables à certains types de résidus dans certaines conditions. Donc, ça peut être très intéressant d'aller voir tout ce qui se fait. J'ai donné quelques exemples ici, la récupération des valeurs secondaires par retraitement, un petit peu comme je vous ai présenté tantôt avec nos concentrés de sulfure qui contenaient de l'or. Ça peut être aussi des amendements de sol, comme on voit des essais sur l'image en haut. Fabrication de briques et mortiers. Donc, il y a toutes sortes d'autres applications possibles. Par contre, moi, je voulais mettre l'emphase sur une application
sur laquelle l'IRM travaille beaucoup depuis plusieurs années, c'est l'utilisation des résidus dans la restauration. Donc, d'où ça vient cette idée d'utiliser les résidus dans la restauration? Bien, c'est qu'on s'est rendu compte que certains matériaux miniers avaient des propriétés souhaitées pour être utilisés comme matériaux dans la restauration. Par exemple, lorsqu'on veut construire une couverture à effet de barrière capillaire, on a besoin d'un matériau fin pour la couche de rétention d'eau. Normalement, on recherche, ce qu'on recherche comme propriété, bien, ils sont mentionnés dans la colonne ici, là, dans la colonne recommandée. Oups. Donc, on cherche des matériaux fins de type silt, ML. On cherche aussi une conductivité hydraulique saturée dans le 10-6, 10-5 cm par seconde, des pressions d'entrée d'air de 1,5 à 2 mètres ou même plus, et évidemment un matériau qui est non générateur d'acide. Bien, lorsqu'on utilise, par exemple, des résidus qui soient désulfurés ou des résidus qui sont déjà neutres, naturellement non sulfureux, bien, on s'est rendu compte, par exemple, lors de l'étude de Kabambi et al. 2020, que ces matériaux-là répondaient aux critères pour être utilisés comme matériaux fins dans un contexte de restauration. La même chose le même exercice a été fait avec des stériles. Lorsqu'on veut utiliser, par exemple, des matériaux grossiers pour les couches de bris capillaires dans une CABC, bien, on regarde encore une fois certaines caractéristiques ici. On veut quelque chose de grossier, par exemple un sable, conductivité hydraulique saturée du 10-1, 10-3 cm par seconde, capacité de rétention d'eau faible, évidemment non générateur acide. Bien, les stériles neutres qui ont été évalués dans le cadre, encore une fois, de l'étude de Kabambi et al. 2020 répondaient à tous ces critères. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement les matériaux de cette étude qui peuvent répondre à ces critères-là, mais beaucoup de matériaux miniers ont les bonnes propriétés pour être utilisés dans la restauration. Donc, voici quelques exemples d'utilisation, en premier lieu, de résidus dans une monocouche avec nappe phréatique surélevée. Le site Manitou est un très bon exemple. C'est un ancien site là, qui a été exploité pendant une trentaine, presque 40 ans pour un minerai de cuivre, zinc, d'argent et d'or, et ensuite il y a eu du traitement à forfait. Avant sa restauration, c'était vraiment l'une des plus importantes sources de pollution minière au Québec. Au niveau de la restauration, ce qui avait été choisi comme méthode, c'était de recouvrir les résidus générateurs acides de Manitou par des résidus qui sont non générateurs d'acide provenant d'une autre mine, la mine Goldex. Puis remonter la position de la nappe phréatique jusqu'à la surface, dans la couche de résidus Goldex. On voit ici sur l'image le transport et la déposition des résidus Goldex sous forme de pulpe. Ça a été transporté par pipeline. Donc, quelques images ici. Je vais vous attirer votre attention sur cette portion du site. On voit que ça, c'est pendant la restauration. Les zones gris pâle correspondent aux résidus Goldex qui ont été déposés par-dessus les résidus Manitou. Et on a un petit peu de végétation aussi qui a commencé à être implantée. Et l'autre image vous présente l'état après la restauration. Et jusqu'à maintenant, ce système de restauration fonctionne très bien. Un autre exemple d'utilisation de résidus dans une monocouche avec nappe phréatique surélevée, c'est une étude de concept qui avait été faite pour le site Westwood-Doyon, où on a testé la désulfuration environnementale des résidus de la mine Westwood pour être ensuite utilisés comme recouvrement sur les parcs à résidus ici. Donc, on a testé, on voulait dans le fond réduire le contact d'oxygène entre les résidus générateurs acides qui sont présentement dans le parc et l'atmosphère et l'oxygène de l'atmosphère. Donc, ce qu'on a observé via des essais en laboratoire, sur le terrain et en modélisation numérique, c'est que c'est vraiment le niveau de la nappe phréatique qui affectait le plus la performance de cette restauration.
On a aussi observé que la consommation d'oxygène par les sulfures résiduels qui sont présents dans les résidus désulfurés permettait d'améliorer aussi la performance, mais c'était sur une durée quand même relativement limitée. Donc, en fait, le fait d'utiliser des matériaux miniers, dans ce cas-ci les résidus désulfurés, n'avait pas vraiment d'impact sur la performance du système. Ensuite, je vous présente l'utilisation des matériaux miniers dans une CEBC. D'abord, le site Les Terrains Aurifères, c'était un parc à résidus qui était générateur d'acide, 66 hectares. Il a été restauré en 1996. Donc, la première image vous présente le site avant restauration. Une CEBC a été installée sur ce site et on a utilisé des résidus venant d'un site voisin, en fait, le site qui est juste ici, celui qui s'appelle le site MRN, comme la couche de rétention d'eau. Bon, jusqu'à maintenant, encore une fois, on a une restauration qui est efficace avec l'utilisation de ces matériaux miniers. Et un dernier exemple d'utilisation des matériaux miniers dans une CEBC, c'est des essais qui ont été faits en laboratoire et en cellules de terrain, où cette fois-ci, on a vraiment utilisé 100% des matériaux miniers. On a utilisé des stériles pour la couche de bris capillaire et des résidus désulfurés pour la couche de rétention d'eau. Donc, on a réussi à démontrer là, une très bonne réduction du flux d'oxygène entre la situation sans recouvrement et avec la CEBC. Donc, la CEBC fonctionnait de façon hydrogéologique comme prévu, donc fonctionnait bien. Par contre, on avait quand même un petit peu de flux d'oxygène qui n'était pas réduit suffisamment pour que l'effluent final respecte la directive 019. Donc, c'était vraiment une particularité de ce cas-là. Donc, comment on peut intégrer la valorisation des résidus dans la restauration? Bien, ça nous amène quand même une réduction significative des volumes de résidus ou de stériles à entreposer et éventuellement à restaurer lorsqu'on utilise ces mêmes matériaux dans une méthode de restauration. Ça nous permet aussi de réduire des quantités de sol naturel à prélever dans l'environnement si on utilise des matériaux miniers plutôt que des matériaux naturels. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une efficacité qui était au moins équivalente au recouvrement fait de matériaux naturels lorsqu'on utilise des stériles ou des résidus qui sont non générateurs d'acide. Donc, on va passer maintenant à la conclusion. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le choix des méthodes de gestion des résidus durant les opérations peuvent influencer les efforts qui vont être requis lors de la restauration à la fermeture du site. Le concept de Design for Closure, c'est vraiment maintenant intégré dans beaucoup de projets miniers et beaucoup d'opérations minières aussi qui qui exploitent présentement. Les approches de gestion de résidus que je vous ai présentées doivent être évaluées au cas par cas. Donc, on ramène l'image d'une coffre à outils. Donc, ce n'est pas nécessairement sur chaque site qu'on va avoir besoin d'un tournevis. Peut-être qu'on va plutôt avoir besoin d'une pince. Donc, on va aller choisir là, celui qui convient le mieux. Les approches de gestion des résidus doivent absolument être combinées avec des méthodes de restauration parce que lorsqu'on les applique seules, ça ne répond pas vraiment aux objectifs de restauration à la fin des opérations. Donc, je vais reprendre les trois éléments qu'on a regardés aujourd'hui. D'abord, la désulfuration des résidus, ça a des avantages, bien sûr. Ça nous permet de réduire les quantités de résidus générateurs d'acide à gérer. Puis, ça nous permet aussi de produire des résidus désulfurés inertes qui sont propices à la valorisation. Il y a certaines limites. C'est un processus qui peut être coûteux. Pour l'instant, on a quand même peu d'exemples d'applications. Il y en a quelques-uns, mais à l'échelle industrielle, mais encore pas tellement. Et on peut avoir aussi des difficultés à atteindre des cibles lorsqu'on a des résidus qui ont un faible potentiel de neutralisation. Donc, en considérant ces avantages et ces limites, il y a encore, bien sûr, des besoins en recherche. On a des projets en cours. Donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement au niveau recherche, c'est les résidus avec un faible potentiel de neutralisation.
Les résidus avec des minéraux sulfureux non conventionnels, là, on commence à être bon avec pyrite, mais là, il y a d'autres minéraux sulfureux aussi qui sont présents. On veut aussi travailler à appliquer la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage neutre contaminé et aussi intégrer la désulfuration environnementale à la valorisation des concentrés de désulfuration. Pour ce qui est de la codéposition des résidus et des stériles, bon, beaucoup d'avantages, hein, l'amélioration des propriétés hydrogéologiques et géotechniques, on peut réduire les risques de liquéfaction, de contraintes sur les digues, on peut avoir la possibilité d'avoir une seule aire d'entreposage. Par contre, il y a encore des limites assez techniques là, au niveau de la granulométrie, l'hétérogénéité des stériles et aussi des contraintes techniques au niveau des mélanges et de la mise en place des matériaux. Évidemment, ça nous intéresse encore là, au niveau recherche. On a des projets en cours et des projets à venir sur l'application à divers types de mines de métaux, donc des matériaux qui ont des particularités différentes. L'effet des conditions climatiques et des changements climatiques sur les aires d'entreposage qui sont en codéposition. Et on veut aussi améliorer notre compréhension du mouvement de l'eau et des gaz à travers des matériaux combinés. Et finalement, la valorisation des résidus miniers, surtout dans un cadre d'utilisation pour la restauration, ça a plusieurs avantages. Encore une fois, on réduit les quantités de résidus à gérer dans les parcs à résidus, on réduit les coûts environnementaux et économiques de la restauration, et ça s'intègre aussi très bien dans un concept d'économie circulaire. Au niveau des limites, bien, il y a encore des applications limitées, particulièrement lorsque les résidus sont générateurs acides ou qui liquéfient des métaux. On a encore peu d'exemples de cas à l'échelle industrielle et quelquefois, la réglementation aussi peut limiter l'application dans certains cas. Donc, on continue la recherche et les projets sur la valorisation des résidus miniers par exemple, la caractérisation détaillée des résidus miniers pour déterminer, essayer de voir c'est quoi les meilleures possibilités de valorisation. Tout ce qui est tri des matériaux, le sorting, là, autant pour les résidus et les stériles là, qui pourraient nous aider beaucoup à mieux valoriser les matériaux. Et finalement aussi, considérer les résidus et les stériles comme sources secondaires de métaux critiques et stratégiques. Donc, ça fait le tour. Je boucle le chapitre 13 et les différentes options de gestion intégrée des rejets miniers. Je tiens à remercier l'UQAT, Polytechnique Montréal et tous nos autres partenaires pour leur support à travers tous nos projets de recherche. Donc, merci et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, professeur Demers. Donc, nous allons donc pouvoir passer à la période de questions comme mentionné. Je vous invite d'ailleurs, là, un petit rappel à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran. Donc, on a déjà quelques questions. Donc, j'y vais comme suit. Dans plusieurs sites miniers, les stériles sont déposés dans un lieu différent que les résidus miniers. Connaissez-vous quelques cas qui ont adopté le modèle de CO-déposition pour réduire l'impact environnemental et d'améliorer les possibilités de valorisation des résidus miniers? Bien, oui, il y a l'exemple que j'ai présenté sur les inclusions de stériles qui est utilisé à la mine canadienne Malartic. C'est sûr qu'ils ont quand même une halle à stériles et un parc à résidus, mais quand même une bonne portion de leurs stériles sont utilisés dans le parc à résidus. Il y a aussi le site de la mine Éléonore de Newmont qui utilise aussi un concept où ils déposent les stériles dans le parc à résidus. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je poursuis. Afin de caractériser les résidus miniers pour connaître le potentiel de valorisation, selon votre expérience, la priorité des analyses doit être d'analyser les stériles et après les résidus qui sortent de l'usine de traitement ou les deux ensemble? Ah, c'est une bonne question. En fait, je n'aurais pas nécessairement une réponse. Je pense qu'il faut déjà avoir une petite idée
des matériaux avec lesquels on travaille, puis d'avoir une petite idée aussi de qu'est-ce qu'on voudrait en faire. Si on sait, par exemple, qu'on a des résidus, puis que on récupère, par exemple, on a un circuit pour récupérer l'or, mais qu'on sait qu'il y a probablement du cuivre aussi, mais qu'on n'a pas un circuit dédié à ça dans l'usine, bien, peut-être que là, ça serait déjà une première piste à aller chercher, là, à les caractériser comme il faut, les résidus au niveau du cuivre, puis essayer de voir est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher la chalcopyrite ou la covillite, etc. Fait que ça pourrait être une option. Il y a aussi tout l'aspect caractérisation. En fait, il y a deux façons de caractériser. On peut caractériser dans le but d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans nos résidus et dans nos stériles comme valeur, ou on peut aussi caractériser pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de génération d'acide, pas de génération de contaminants. Donc, le fait d'avoir, pour ainsi dire, rien dans nos matériaux, c'est aussi une bonne piste là, pour valoriser. Mais est-ce qu'on devrait aller prioritairement vers les résidus ou vers les stériles? Ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Là. Merci beaucoup. Donc, une prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre le mort-terrain et le stérile neutre? Oui. En fait, le stérile, c'est vraiment des matériaux rocheux. Le mort-terrain est souvent la partie qui a été excavée pour atteindre le site de la mine. Là. Donc, le mort-terrain peut être aussi valorisé. Il va souvent être réutilisé à la fin là, des opérations là, comme matériau pour finaliser le recouvrement. Donc, oui, je n'ai pas parlé du mort-terrain dans le cas de ce webinaire, mais c'est vraiment différent des stériles. Donc, les stériles, c'est vraiment ce qui a été produit pour, ce qui a été excavé pour atteindre les zones minéralisées. Parfait. Donc, une question sur comment la codéposition des résidus et stériles peuvent affecter la récupération de l'eau. En fait, c'est qu'on on favorise le drainage et la consolidation des résidus. Lorsqu'on a des résidus qui sont déposés en pulpe ou même des résidus épaissis, ça peut prendre du temps avant qu'ils se consolident puis qu'on soit capable de repomper l'eau. Bien, ça peut prendre un certain temps. Tandis que si on a, par exemple, des inclusions de stériles et on dirige l'eau, on est capable de drainer plus rapidement et récupérer plus rapidement l'eau interstitielle. Merci beaucoup, professeur Demers. Donc, je n'ai eu plus de questions ouvertes actuellement, donc tout était bien clair. C'est ainsi que va se terminer donc la période de questions. Par exemple, pour toute question supplémentaire, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi pourra être fait dans les meilleurs délais. Je vous rappelle aussi que l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et disponible sur le site web des webinaires. Avant de terminer, je vous invite à consulter le site web dès maintenant pour vous inscrire aux activités à venir. D'ailleurs, le prochain webinaire se déroulera le 21 avril prochain de 11h30 à 12h30 avec les professeurs de l'UQAT, Marie Guitoni et Bruno Bussière. Le webinaire portera sur l'évolution à long terme de la performance de la restauration. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, il est possible de vous procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet des webinaires Mine et Environnement, édité par les professeurs Guitoni et Bussière. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également la professeure Demers pour la présentation. Et je vous dis donc à bientôt pour le prochain webinaire. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.